intéressons-nous à ces droits de douane américains. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, ministre de l'économie française, disait espérer hier un accord dans le week-end avec Washington. Voilà ce que dit le ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin. La négociation avec les États-Unis est difficile et même s'il est trop tôt pour connaître la fin du film, le deal ne devra pas être asymétrique. Je crois un compromis possible. Pour parler justement de ce deal, asymétrique ou pas, on verra cela. Les meilleurs autour de ce plateau. Aline Lebay-Kramer, journaliste, merci d'être là. Guillaume Oda, grand reporter, ancien correspondant Bonjour Marie. À Jérusalem. Et Michel Derzanski, bonjour, enseignant à l'ESJ Lille, spécialiste des questions internationales, auteur, je le rappelle, de Comprendre les fractures du monde contemporain. Pas de deals asymétriques, Guillaume Oda. En perspective, la perspective, c'est quand même des taux américains à 20% qui pourraient être appliqués prochainement. Donc extrêmement élevé, 6 fois plus élevé que ce qui se pratiquait jusqu'alors entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc vraiment, on est dans le money time et comme on commence à le présupposer, en fait, la potion, elle va être extrêmement amère pour l'Union européenne. Vous saviez que ce week-end, donc il y avait des rencontres économiques à Aix, sorte de Davos du sud de la France. Et effectivement, Éric Lombard a laissé entendre que peut-être qu'on pouvait arracher un accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a en ce moment même une délégation en fait de la Commission européenne qui est à Washington en train d'essayer de négocier comme on le peut. Ce qu'on a senti à travers la déclaration que vous avez passée de Laurent Saint-Martin, qui est le ministre délégué au commerce extérieur, c'est qu'il y a un peu deux lignes en ce moment au sein du gouvernement. Donc la sienne, Saint-Martin-Lombard, en mode 10%, ok, c'est acceptable, mais s'il y a des exceptions sur certains secteurs stratégiques, sachant qu'il y a autant de secteurs stratégiques en Union européenne qu'il y a de poids lourds. Pour la France, c'est les vins, les spiritueux, également l'aéronautique et le luxe. Pour l'Allemagne, c'est l'automobile et l'acier. Absolument. Donc tout le monde est en fait en réalité en bras de fer. Et puis il y a la ligne également Marc Ferracci qui lui dit, donc le ministre délégué à l'industrie, qui dit que 10% ce serait inacceptable. Quoi qu'il en soit, 10% c'est inacceptable dans la mesure où c'est déjà 3 fois plus qu'encore une fois ce qui se pratiquait. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de scénario dans lequel en fait l'administration Trump fasse de cadeaux à l'Union européenne. D'abord, c'est conforme à la ligne America First, qui sous-tend cette politique tarifaire. Et en plus, ça permettra de financer les baisses massives d'impôts qui sont prévues par la One Big Beautiful Bill, la fameuse qui a été votée, loi budgétaire cette semaine aux États-Unis. Et puis l'objectif en creux, c'est de diviser l'Union européenne, de négocier au gré à gré avec chaque État, sachant que normalement la politique commerciale de l'Union européenne c'est une compétence exclusive de la Commission. Donc voilà pourquoi, à mon avis, mais ça n'est que mon avis, les États-Unis ne feront aucun cadeau à l'Union européenne. Effectivement, Aline Lebay-Kramer, on entend cette volonté française en tout cas d'avancer groupée, d'une réponse commune des 27. Mais les intérêts très clairement divergent. Si, et vous l'avez très bien rappelé Guillaume, les Allemands c'est les voitures, nous c'est les vins, les spiritueux, les cosmétiques, avec des pertes qui ont été analysées quand même par certains cabinets. Je parle, pardon d'être un peu chauvine, mais si on parle de nos intérêts français, notamment dans les spiritueux, c'est 8000 emplois qui pourraient être détruits si des taxes supplémentaires étaient appliquées, et puis des exportations et des millions d'euros perdus pour ces producteurs. Comment se réunir et agir ensemble et de concert au niveau européen, c'est la vraie question. C'est le sujet. D'ailleurs, il y a plusieurs motions qui se dessinent. Donc il y aurait la France, le Portugal, le Luxembourg, la Suède plutôt encline à maintenir une forme de résistance, c'est-à-dire de ne pas accepter n'importe quoi et de ne pas accepter de solutions qui seraient non équilibrées. D'ailleurs, ce qui a été dit notamment par le ministre de l'économie ces dernières heures, c'est il espère qu'il y aura une réponse avec plus de vigueur de l'Europe en cas de solution dite pudiquement non équilibrée, c'est-à-dire imposée pas du tout dans un deal gagnant-gagnant par Washington. Et de l'autre côté, il y a une motion qui est plus allemande ou italiennes qui ont du mal à expliquer qu'il va falloir s'engager dans des négociations qui vont être longues et peut-être en effet qui va sûrement d'où vont dériver on va dire des pertes à court terme pour engager une résistance ou un bras de fer à long terme, et c'est ça qui se joue. Maintenant là on voit bien aussi la méthode de Tom, c'est-à-dire de semer un chaos dans tous les sens. Je crois qu'il y avait quelques rumeurs autour de l'équipe de négociateurs qui sont en ce moment même à Washington, qui n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a un épuisement, c'est-à-dire qu'il y a 90 négociations en parallèle. C'est extrêmement compliqué de répondre à tout ça de façon coordonnée, de façon unie.
Maintenant, c'est il y a intéressant aussi ce que vous dites là sur ces négociations en cours. En effet, des échos, oui. C'est dans des pièces fermées, ça dure des heures, on épuise un peu les négociateurs autour de la table. Sachant qu'en filigrane, ce qu'on comprend aussi, et ce qui est moins avouable du côté même de Washington, c'est qu'en fait, il s'agit de faire plier l'Europe sur des questions de normes, sur des questions de règles, sur des questions finalement d'état de droit et de souveraineté. Et c'est là où le bras de fer, il va être extrêmement musclé, parce qu'il n'est pas question non plus pour notamment la France d'accepter tout et n'importe quoi de la part d'industries pharmaceutiques américaines qui n'ont absolument pas les mêmes normes que nous, ou que sur de la viande par exemple. Donc il y a tout ça qui est en jeu de façon extrêmement politique et extrêmement symbolique. Michel Berzanski, Guillaume Moda disait finalement la négociation elle est là, existe, elle est encore en cours, mais vraisemblablement la volonté aujourd'hui de l'administration américaine et de Donald Trump, c'est de persister dans cette ligne, ce qu'il a fait élire l'Amérique d'abord. Ouais. Pas d'accord, c'est peut-être aussi pour l'Europe une réponse, même certainement. Quelle mesure de rétorsion, quelle réponse en face aussi? De toute manière, la réponse européenne, elle peut être effectivement par la voie de la Commission, puisque c'est l'unique voie normalement qu'il doit porter. Deuxièmement, c'est l'application des normes et que les normes. Troisièmement, c'est le fait qu'on ait un marché de 450 millions de consommateurs. C'est pas rien. Et quatrièmement, c'est qu'on n'a que, je dirais, au moins un gros levier, c'est sur les GAFA. C'est-à-dire que les normes qui sont sorties, ce serait l'application des GAFA avec aujourd'hui les sanctions qui tomberaient dessus en fonction de ces normes. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, après, effectivement, je crois que le bras de fer, il est lancé. Ça, c'est indéniable. Et que oui, il y aura une dispersion. La seule porte de salut pour l'Europe, aujourd'hui, c'est 3 vecteurs. C'est ce que je viens de dire. 450 millions de consommateurs. On sait faire des normes et on sait les faire appliquer. Et enfin, juste, ce sera sur le GAFA, parce qu'en dehors des GAFA, on n'a pas de levier. On n'a pas de levier, et c'est ce que dit d'ailleurs sur notre antenne hier soir face à Margot Haddad, Benjamin Haddad, ministre du gouvernement de François Bayrou. En effet, on a aujourd'hui moyen de taxer les services numériques. Ça peut être l'arme utilisée aujourd'hui par l'Europe. Écoutons le ministre. Les citoyens responsables aussi. Oui, absolument. Écoutons le ministre et on en débat ensuite. Regardez. La ligne de la France sur ce sujet depuis le début, elle a été très claire. Si on a une situation asymétrique, les Européens ont des moyens de répondre, ont des moyens de mettre en œuvre des contre-mesures. Il y a des contre-mesures qui ont été décidées au niveau européen pour pouvoir avoir une notamment symétrie. Sur les services numériques. Alors, sur un certain nombre de biens notamment, et effectivement, on peut aller plus loin et taxer, par exemple, les services numériques américains. C'est à taxer les services numériques américains, Guillaume Moda. C'est précisément en fait le cœur du réacteur et ce pourquoi en fait l'administration Trump est si vindicative à l'endroit de l'Union européenne, parce qu'elle dispose d'un certain nombre de réglementations et notamment autour des services numériques, les fameuses GAFAM dont parlait Michel, et la possibilité de proposer gratuitement des services aux 450 millions de consommateurs européens, mais en échange d'une dérégulation totale et notamment du point de vue algorithmique. C'est ça qui gêne également à un moment donné les Américains qui ne peuvent pas développer comme ils le souhaiteraient sur l'ensemble du marché européen leur algorithmie, si je puis dire, qui parfois produit des effets néfastes. On l'a vu, un certain nombre d'élections en Union européenne et celles qui arrivent, qui peuvent être influencées également par ces services. Évidemment, en Europe, on regarde ça de très près. On a des instruments qui permettent de réguler ces algorithmies offensives, si je puis dire, et c'est exactement ce que les Américains veulent attaquer. Et pour le moment, comme ça ne fonctionne pas, et on l'a entendu avec le ministre Haddad, on s'offre en plus la possibilité de taxer ces GAFAM d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'on va jouer le bras de fer. Le problème étant que la mesure de rétorsion, en fait, qui commence à être en œuvre et qui, à mon avis, fait peser une lourde menace, c'est une forme de désintégration du point de vue de la politique commerciale, de la compétence qui est celle de la Commission. Encore une fois, si vous avez l'Allemagne qui négocie de son côté pour ses voitures et son acier, si vous avez l'Italie qui négocie, et d'ailleurs Mme Meloni et M. Merz se rencontrent ce 9 juillet à Rome, qui négocie Mme Meloni pour son industrie manufacturière, vous avez la France, la Suède qui négocie de son côté pour le luxe et que sais-je, l'aéronautique. On est en grand
danger. Quel échec aussi de l'unité européenne. C'est aussi ça. Oui, il y a des mesures de coercitives, de rétorsion. Elles existent. L'idée pour l'Union européenne, c'est de faire entrer dans la tête de l'administration Trump, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ça y rentre pour le moment, qu'à la fin, c'est le consommateur américain qui paiera la facture. Absolument. Aline ne veut pas être crémère, justement, là-dessus, sur le fait que le consommateur américain va être la première victime collatérale de cette hausse, avec là aussi une théorisation, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais de Donald Trump qui dit aussi, bah oui, ça va être dur pour le consommateur, ça va être dur pour l'Américain, mais dans 2-3 ans, vous en sentirez les effets. Et on écho à cela aussi, nous, en France, un reportage très intéressant dans la Tribune dimanche, où finalement, confrontés à ces secousses de Washington, les milieux économiques français ne s'indignent plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a une forme de fatalisme et on tente de s'adapter, actant finalement que il y a des négociations, mais pardonnez-moi l'expression, ils vont prendre cher aussi. Et dans les faits, on n'investit plus, vraiment. C'est ça, une forme de gel et de... Avec quand même une note en faveur du rapport de force pour nous, c'est-à-dire que Washington a aussi besoin, dans le cadre de ses annonces autour de ce fameux Big Beautiful Deal, il a besoin de faire rentrer de l'argent assez rapidement. Parce qu'il faut qu'il finance aussi les exonérations d'impôts des Américains les plus fortunés. Donc il y a une urgence parce que le dollar n'est pas si stable que ça. D'ailleurs, l'économie américaine a besoin de stabilité aussi. Il y a tous les indices économiques américains ne sont pas si bien portants que ça, donc il a besoin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vise l'Europe à ce point. Un édito dans le Point qui parlait d'une forme de tirelire regardé avec envie, qui concernait quand même un pactole potentiel à piller. Donc ça aussi, ça joue dans notre faveur, c'est-à-dire qu'il a aussi en politique intérieure des choses annoncées auxquelles il va falloir qu'il réponde très vite aussi, notamment la réalité aussi, c'est qu'il a besoin. Il a besoin d'une économie forte, il a besoin de faire venir des industries, il a besoin de dollars tout de suite. Et ça, quand on veut négocier, d'être pressé, de vouloir faire entrer des gens, c'est pas forcément dans sa faveur. Tout ça pour dire qu'il est possible aussi que les Européens, s'ils sont unis, s'ils avancent aussi en ordre d'hommage de façon commune, ils peuvent le faire dans d'autres dossiers, ils peuvent aussi envisager de le faire. Ça peut jouer dans cette histoire de bras de fer qui commence à s'engager et pas forcément en défaveur, en effet, de ce marché qui est important pour les États-Unis, qui est celui européen. Michel Derzhansky, avec aussi pour Donald Trump une forme de risque politique qui semble complètement assumé, parce que oui, ça va avoir un effet récessif. Je ne sais pas, l'histoire le dira, mais pour le consommateur, ces produits importés vont de fait coûter plus cher. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il mise sur 3 ans. Or, avant 3 ans, il y a les mini-termes. Oui. Et lui, l'enjeu aujourd'hui, c'est cela. Et c'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, Musk tape si fort sur la table. C'est-à-dire qu'il est en train de voir que l'économie interne américaine est en train de décrocher. Et que ce décrochage, il est fixé à une loi Beautiful Deal, mais dans 3 ans. Et que 3 ans, c'est trop long d'un point de vue économique. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous, Européens, on va gagner quoi que ce soit. On est dans un bras de fer. Effectivement, comme l'a expliqué Guillaume et Anil, aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce qu'on peut... On peut limiter les dégâts, mais on voit bien qu'au niveau industriel, aujourd'hui, il y a du proactif. Autrement dit, on est en train de faire en sorte de rappeler à nos salariés que il y aura moins d'avantages, que les plans d'investissement sont avec le frein moteur, et ça on le sent aujourd'hui dans l'industrie française, malheureusement.